Bonjour à tous. Je suis super content d'être aujourd'hui avec Nicolas. Nicolas qui va se présenter. Mais Nicolas, il a un poste particulier parce que je n'ai pas eu souvent de personnes dans ce cadre-là. Il travaille au ministère de la Culture. Donc, avant d'aller un peu plus loin, juste pour rappel, on est en train de faire du coup là, c'est une saison sur les CIO Office. Nicolas va nous parler de ça. Et là, on va avoir un vrai témoignage, un vrai Rex sur une des composantes du CIO Office, sur la gestion de la demande notamment, mais pas que. Et c'est ça qu'on va creuser aujourd'hui dans l'épisode. Nicolas, je te laisse te présenter. Merci, bonjour. Donc oui, Nicolas Joron. Donc, alors, mon titre officiel, c'est chef du département de la stratégie et du pilotage du numérique au service du C'est court numérique du comme nom. ministère de la Culture. Oui, oui, dans l'administration, on a l'habitude des titres exhaustifs. Alors rapidement, moi, j'ai un parcours, on va dire, assez classique. J'ai commencé dans le début des années 2000 à faire du développement dans une ESN, puis de la chefferie de projet, de la direction de projet. J'ai travaillé pour des entreprises internationales sur des postes de PMO et de direction de projet avant d'intégrer le ministère de la Culture il y a 13 ans, donc un petit moment de ça. À l'époque, en tant que adjoint au patron des études, sur un poste qui était en fait plutôt axé sur ce que je savais faire à l'époque, à savoir de la gestion de portefeuille de projet. Voilà, j'ai fait ça pendant 6-7 ans. Et qu'on avait à l'époque au ministère une DSI très traditionnelle, dans un mode, on va dire, client-fournisseur avec nos directions métiers. Des relations on va dire, assez conflictuelles avec les directions métiers, du cycle en V traditionnel, avec un métier qui exprime son besoin, qui attend pendant plusieurs mois, voire parfois plusieurs années qu'on lui délivre quelque chose, et qui forcément ne correspond pas à ce qu'il veut, puisque soit on avait mal compris, soit il s'était mal exprimé, soit les besoins avaient bougé, soit tout ça en même temps. Et donc un nouveau service s'est créé au ministère, un service du numérique, avec un nouveau chef. Et dans le cadre de la création de ce service-là, en fait, on a monté cette structure, donc le département stratégie et pilotage du numérique, qui avait vraiment été pensé à l'origine comme voilà, un CIO office, c'est-à-dire le bras armé du directeur du numérique du ministère de la Culture. Alors c'est une équipe qui était quand même assez grande pour un CIO office, parce que habituellement les CIO office c'est vraiment des petites équipes. Nous on était 9, chef de département, moi comme adjoint à l'époque, et puis un RSSI. On a mis dans ce département-là, dans la cyber, et puis des conseillers système d'information. Pourquoi ? Parce que il y avait ce déficit de confiance avec les directions métiers, et on savait que l'une des premières tâches qu'on aurait à faire, c'était de regagner les confiances avec les directions métiers. Donc on les a adressées une par une, directeur général par directeur général. Donc, il y a 5 directions générales métier au sein du ministère de la Culture. Et en même temps que la création de ce service, il y avait changement de méthode de travail. On a implémenté le mode produit. Et donc, il était essentiel pour nous d'avoir un échange de haut niveau et régulier avec les directions métiers pour que l'application de ce mode produit se passe bien. Ok. Et donc, du Voilà. coup, tu arrives en 2021. Donc, 2021, 1er qu'est-ce qui se janvier passe? 2021. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais noté que tu expliquais au déjà du ministère que le SI, il appartenait pas au DSI, mais que c'était le leur. Et que donc, Oui, du c'est coup, ça. Alors la première chose qu'on a fait, on a vu les directeurs métiers les uns après les autres. Mhm. Et alors on leur a expliqué la méthode, le mode produit. Donc ça, mais surtout, on leur a montré ce qu'était leur système d'information. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec la cartographie applicative sous le bras. On leur a montré, en fait, on leur a dit, bon, bah voilà, le système d'information de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, c'est telle application, telle application, telle application, telle application. Cette application-là, elle fait ça, elle est utilisée par tel service chez vous, cette application-là, elle fait ça, Ok. tel autre service. Et ce qu'on a également mis en perspective, parce qu'au ministère, en fait, c'est le service du numérique qui a le budget sur tout ce qui est informatique, on leur a expliqué, voilà, ces 5 dernières années, cette application-là, elle a coûté autant. Celle-là, elle a coûté autant, celle-là, elle a Quand tu coûté parlais autant. de Et coût, donc, tu parlais aussi du temps interne et du temps externe ou que du temps externe? les deux, en fait. L'idée, c'était qu'ils puissent nous confirmer, déjà sur une première passe, que en fait, on avait bien mis l'effort là où c'était important pour eux. Ok. Et forcément, on a découvert des choses. Enfin, plutôt, on leur a fait aussi découvrir des choses, c'est-à-dire des applications sur lesquelles on passait énormément de temps,
qu'ils connaissaient pas, sur lesquels ils voyaient, alors ils Peu de voyaient valeur, l'intérêt, hein, ouais. mais la valeur était effectivement la valeur était pas la plus importante pour eux, à ce niveau-là. Donc ça, c'était vraiment la première étape. C'était leur expliquer que nous, on était peut-être le service informatique du ministère, mais que ce système d'information, bah, il était fait pour eux et que nous, on ne pourrait travailler correctement qu'à partir du moment où, en fait, on avait la relation avec eux sur, bah, d'une part, où est-ce qu'on met l'effort, où est-ce qu'il est important de mettre l'effort, et de deux, s'il manque des choses, ou si on doit faire évoluer des choses, là, à quel moment on doit orienter comment est-ce qu'on oriente cet effort. Et du coup, la réaction, c'était quoi? C'était le déni de non, vous déconnez, il y a trop d'applications. C'était plutôt un soulagement d'avoir compris. C'était c'est ennuyeux. C'était non, mais ça, c'est votre problème, c'est pas notre problème. C'est quoi le panorama de l'interaction humaine? Alors, ils étaient tous plutôt intéressés, Ok. dans le Curiosité. sens où c'est des choses, voilà, en gros, il y a beaucoup de choses dont ils n'avaient pas conscience. Et alors, on a eu des réactions du type, bon, bah ça c'est pas mal, mais finalement c'est très bien comme ça, et puis on peut garder, on peut laisser en état, quoi. Ça, c'était parmi les, on va dire, les réactions les plus décevantes, c'était, bah, on a bien compris, mais on se débrouille et on n'a pas trop besoin de vous. C'est voilà. Donc en 5 ans, forcément, on a fait changer, enfin la perception a changé. Mais non, non, c'était plutôt, on va dire plutôt positif dans l'ensemble, c'est-à-dire accueilli avec bienveillance et puis avec intérêt. Ok. Et donc là, tu leur présentes donc du coup la cartographie pour qu'ils se rendent compte de l'étendue de leurs applicatifs. Donc ça, c'est le premier step. Donc second step, je leur dis maintenant, euh, vous allez nous aider, vous allez concevoir avec nous. Qu'est-ce qu'on fait évoluer sur quoi tous les combien de temps, c'est ça? Et alors, c'est pas aussi précis que ça. C'est donc première étape, on vous montre ce que vous avez. On identifie là où il y a des manques, c'est-à-dire tiens, il y a tel processus métier qui est outillé nulle part en fait, ou alors il est peut-être outillé quelque part mais on n'en a pas connaissance, donc ce serait peut-être intéressant qu'on y jette un œil. Ou alors, bah, on s'aperçoit que 2 ou 3 processus métiers très similaires qui sont outillés différemment, et donc il y a certainement un regroupement à faire, de la rationalisation. Ok. Et la deuxième étape, c'est bah, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a déjà identifié des pistes de rationalisation ou des chantiers sur lesquels travailler, expliquez-nous les sujets de votre métier sur lesquels il serait intéressant de travailler, soit pour y faire évoluer les choses, soit pour mettre en place des produits numériques. Et là, Et ça descend d'un cran, c'est-à-dire qu'on avait la discussion avec les directeurs généraux, ok. et là, ça passe à l'étage inférieur, c'est-à-dire les chefs de service, chefs de département. Et est-ce que on pourrait penser dans la démarche que tu es centré sur toi, tes enjeux à toi. Est-ce que quand tu présentes tout ça, tu arrives à relier sur leurs principal problème du moment ou qui râlent depuis X heures? Et est-ce qu'il est commun à l'ensemble de ces métiers? Oui. Alors, moi, j'avais une chance, c'est que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais au ministère, côté études, donc à leur faire des projets et à voir que ça marchait pas bien en fait. Donc je connaissais, voilà, ces problèmes-là. Deuxième chance, c'est que l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, elle était principalement constituée conseillers système d'information, mais qu'on a recruté en interne et principalement dans les directions métiers. C'est-à-dire Ok. que cette équipe-là, elle était constituée principalement de gens qui avaient travaillé dans les directions métiers sur des sujets numériques et qui avaient aussi vu des choses de ce point de vue-là. Voilà. Donc, on n'avait pas de problème de vocabulaire. Et puis, on n'avait pas non plus de problème de compréhension, on va dire, de leurs difficultés globales. Ce qui nous Ok. intéressait plus, c'était de voir la trajectoire, en fait. Voilà, ce qui est intéressant, c'est voilà ce que vous avez aujourd'hui, voilà les sujets sur lesquels on estime qu'on pourra avoir à travailler. Maintenant, il faut nous dire où est-ce que vous voulez aller d'un point de vue métier pour que nous, en fait, on puisse accompagner cette trajectoire-là d'un point de vue numérique. Ok. Et c'est un peu Et, le rôle qu'on a toujours au sein de ce service-là, c'est-à-dire que on fait vraiment la courroie de transmission entre les directions métiers
les besoins des directions métiers et nos collègues au sein du service du numérique qui, eux, construisent les produits. OK. Mais quand tu viens leur parler de, quelle est votre stratégie et cetera, tu arrives sur un terrain glissant où, comment dire? Déjà, pourquoi c'est à toi, à l'IT, de venir me demander ta stratégie, pour dire: «C'est pas à toi que j'ai les comptes à rendre, désolé Nicolas». Et le second point, c'est, heu, ma stratégie, elle est pas forcément orientée, tooling ou produit, et Tout à fait. donc, le lien entre les 2 est pas aussi, des fois straight to the point pour ces gens-là. Alors c'est une, c'est une question d'efficacité en fait, on le présente comme ça. C'est-à-dire que, nous on pourra travailler efficacement, qu'à partir du moment où on comprend votre stratégie. Et alors j'ai pas expliqué, comment on travaille au quotidien, enfin, ce qu'on fait actuellement aujourd'hui, mais on est sur de la réception de demandes qui viennent d'un petit peu partout, de demandes de nouveaux OK. produits. Nous, si on a la stratégie de la direction métier, on est déjà capable, de faire un premier tri entre, la demande qui m'arrive de, tel service et cetera. En fait, elle est alignée ou pas alignée avec la stratégie de la direction métier. Ça nous OK. fait déjà un premier échange. Après, l'idée, c'est de dire, cette stratégie, elle est peut-être pas outillée informatiquement sur l'ensemble des composantes, mais aujourd'hui, on sait que le numérique est quasiment partout. Donc, bah, il y a peut-être des choses qu'on va voir, nous, en fait, par rapport à ça et sur lesquelles on va pouvoir dire: «OK, bah, en fait, là, il y a quelque chose à faire, on peut faire évoluer tel produit, on peut, lancer quelque chose». On a au sein du service, un incubateur de start-up, donc c'est peut-être l'occasion d'aller voir cet incubateur de start-up pour, lancer des expérimentations, faire de l'investigation et cetera et cetera. Voilà, on le présente comme ça, c'est-à-dire qu'on vient chercher l'information, on vient pas challenger la stratégie métier. OK. Donc tu fais attention quand même un peu à la manière dont tu as présenté les choses, même si comprendre le cadre dans lequel ils évoluent, ça vous aide vous aussi à travailler. Tout OK. à fait. Donc à la fin, pragmatiquement, ce que tu leur demandes opérationnellement, la suite logique, c'est plutôt de travailler sur, la sélection des choses à faire, mais à Tout à une fait. échelle un peu plus micro, sur je sais pas quel horizon de temps. Est-ce que tu étais au mois, 2 mois, 3 mois, fin trimestre, 6 mois, je sais pas. Et donc du coup, on est plutôt dans la volonté d'améliorer la gestion de la demande. Donc déjà, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de comment tu amènes ça, comment ça fonctionnait, enfin, qu'est-ce que vous avez voulu, faire, et après je te poserai deux trois questions, sur, comment ça a été, reçu. Alors, actuellement, on raisonne sur des feuilles de route semestrielles. C'est-à-dire que, dans la gouvernance numérique du ministère, on a, 2 comités par an, OK. qui sont en fait des comités d'investissement, qui réunissent l'ensemble des directions métiers, et sur lesquels en fait on vient proposer, la feuille de route à 6 mois, sur les 6 prochains mois, du service du numérique. Avec, les éléments qu'on a réceptionnés et sur lesquels, nous on considère que, on doit mettre l'effort. On la leur fait valider, c'est-à-dire l'exercice est assez simple, c'est-à-dire que, ben, en fait, s'il y a d'autres sujets, qu'on n'a pas mis dans ces feuilles de route-là, qui leur semblent à eux importants de faire passer dans les 6 prochains mois, bah, en fait, ils nous le disent et ils nous expliquent également, bah, en fait, ce qu'ils y priorisent. En fait, il y a ce jeu de si je dois faire rentrer quelque chose à moyen constant, il faut que je fasse sortir quelque chose d'équivalent. Voilà. Auparavant, parce que ça, cet exercice-là, en théorie, il est simple, en pratique, il est quand même assez compliqué. On a tout un travail préparatoire, avant avec chacune des directions métiers. Donc si je prends le cycle de vie de la demande, comment ça se passe concrètement? Un agent au ministère, a l'idée a un nouveau besoin, numérique. Il nous écrit. Il dit: «Bah, voilà, je travaille dans tel service, et j'ai besoin d'un outil pour faire ça et ça et ça». Donc nous, on accuse réception, on prend rendez-vous, on discute avec la personne et les premières questions qu'on pose, c'est, «Expliquez-nous votre métier. C'est quoi votre quotidien? Qu'est-ce qui vous pose problème?» Sans parler d'informatique, sans parler numérique, rien du tout. C'est juste, on veut comprendre, en fait, le travail de la personne. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait le lien avec la demande
Et puis, alors on fait ce qu'on appelle des études d'opportunité, mais l'idée, c'est de faire tomber déjà toutes les problématiques pour lesquelles le numérique, en fait, serait pas forcément la solution. Ça, c'est assez courant, c'est-à-dire qu'on se rend compte généralement auprès du premier ou du deuxième entretien que, en fait, c'est un problème d'organisation, que le besoin n'est pas aligné avec la stratégie du métier. Donc ça pourrait justifier, sauf qu'en fait, on n'a pas choisi de mettre l'effort à ce niveau-là. Enfin, on leur pose la question, on leur dit très bien, partons du principe on vous construit le produit que vous nous demandez. Qui chez vous va s'en occuper? Qui va faire l'administration fonctionnelle? Qui va être notre interlocuteur pour le faire évoluer, etc. Et là aussi, on se rend compte assez régulièrement qu'il y a un manque de moyens de leur côté. Et donc là, le discours est assez simple en fait, et ce qu'on comprend bien, c'est de dire mais on va pas passer tous du temps et de l'argent pour construire quelque chose sur lequel vous n'aurez pas les moyens de l'utiliser. Et donc, dans à peu près les 2/3 des cas, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, en fait, on arrive à faire ce filtre, reçu globalement plutôt bien, de ce filtre qui permet de bloquer 2/3 des demandes. Alors, du coup, les demandes, elles sont demandées par des managers, des boss, par tout le monde. N'importe qui, tout le monde. Tout le Et monde du peut nous coup, écrire. donc c'est open bar sur qui la demande. Et ensuite, c'est quoi le ratio entre une demande, le meeting? Est-ce que toutes les demandes ont un meeting? Et quand tu fais un Oui. meeting comme ça, c'est quoi le pourcentage de go no go, enfin pas de go no go, mais de stop direct, par exemple? Alors, en fait, la façon dont ça se passe, pour toutes les demandes, on a toujours un entretien. Même si dès qu'elle nous arrive, la demande ne nous paraît pas légitime, par principe, on va rencontrer. Et c'est de toute façon l'occasion de comprendre le métier. En fait, on ne dit pas oui ou non, finalement. On dit, on donne un avis négatif ou positif. Et cet avis-là, on le propose à une personne au sein de la direction métier, qui est généralement le DG adjoint, et qui fait office de responsable numérique pour nous. Et en fait, on le voit tous les 6 mois. On peut le voir avant s'il y a des besoins qui sont un peu urgents, mais la fréquence, jusqu'à l'année dernière, c'était 6 mois, et là, on va passer à la fréquence trimestrielle. L'idée, c'est de lui dire, ces 6 derniers mois, on a reçu toutes ces demandes-là. Celle-ci, on pose un avis négatif pour telle raison, celle-ci, un avis positif pour telle raison, etc., etc. Et dans les fameux comités d'investissement que j'évoquais tout à l'heure, en fait, le responsable numérique va présenter les demandes dont il estime que, en fait, elles doivent passer pour cadrage. En 5 ans, un peu plus de 5 ans, on a eu, on va dire, sur une soixantaine de demandes, 2 avis qui n'ont pas été suivis. 2 avis négatifs de notre part, lesquels, en fait, le responsable numérique a quand même voulu les pousser, et qui ont été retoqués dès le comité d'investissement, en fait. C'est-à-dire que on va dire que la soutenance n'a pas été conclusive. Et tu viens de dire là que vous étiez semestriel et vous allez passer à trimestriel. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des PI planning, quarter plan, comme on l'entend, le nom qu'on veut sur la priorisation. Il y a un point que j'ai pas bien compris sur la question, sur le point initial de produits, etc. Bon, c'est quoi? C'est que vous demandez des projets qui sont ciblés sur une solution technologique? Parce que du coup, tu vois, si tu dis, dans le milieu produit, c'est plus l'enjeu, il est plus de dire, on va faire des features sur des sprints de 1 mois, 3 mois, enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, et où on est plus sur de l'amélioration continue qu'on peut prioriser en mode feature et tout. Mais c'est loin quand même d'un arbitrage semestriel. Donc, pourquoi tu parles de produit dans un arbitrage semestriel, juste que je comprenne un peu le truc. En fait, nous, on intervient dans les demandes de construction de nouveaux produits, en fait. C'est-à-dire que sur des produits existants, sur des produits numériques existants, en fait, l'évolution du produit, elle se gère pas à notre niveau, et on va pas mobiliser la direction générale sur le fait de faire évoluer un produit dans un sens ou un autre. C'est-à-dire que là, c'est de la responsabilité, ce qu'on a appelé chez nous des chefs de produits métiers, qui sont responsables de l'évolution de leurs produits numériques. Voilà. Nous, on est vraiment dans le lancement de nouvelles initiatives. Ok, donc c'est que pour les lancements d'initiatives. Donc les investissements sur les évolutions continues ne sont pas dedans. Dans cette partie de nouveautés, quand tu mets toutes ces initiatives, projets, tu arrives à leur montrer que parce qu'en fait, la gestion de la demande, elle a pas ou peu de valeur pour le métier tant qu'il ne comprend pas ou tant qu'il ne voit pas que ça va aider
si on le fait bien, à pouvoir décider ce qu'on fait pas dans une nouvelle échelle de temps. En fait, pour toi, c'est un processus naturel de dire, bah, si on canalise bien les demandes, ça va nous permettre d'avoir une donnée, qualifiée, qu'on va pouvoir comparer, donc du coup avoir un choix éclairé sur ce qu'on va faire. Moi, j'ai vu bien plein de gestion de la demande où le seul but, c'est d'expliquer la valeur du projet, mais pas de savoir si on peut les faire, hein, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et cetera. Est-ce que vous avez réussi à mettre dans la gestion de la demande une logique de charge, par équipe, qui fait que du coup, à initiative intéressante, on peut comparer celle qu'on pourrait faire ou pas? Ça se passe pas forcément à notre niveau. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans l'évaluation de la valeur métier. Après, c'est lors du cadrage, la phase suivante, où là, on a de nouveau une décision à prendre, hein. C'est-à-dire que euh, nous, on dit juste, on va pas commencer à essayer d'imaginer des solutions et à sortir des coûts et faire des évaluations de coûts si déjà on sait que ça servira pas à grand-chose. Ce ratio, on va dire coût-bénéfice, qui est quelque chose dont on parle pas souvent dans le sein de l'administration, enfin en tout cas chez nous, mais enfin qui commence quand même à émerger. La comparaison de la valeur et de l'effort qu'on va mettre, ça se passe à l'issue du cadrage. Et en termes d'effort, là où on met l'accent, c'est aussi comme on est en mode produit, c'est on va avoir besoin de vous tout au long de la construction. OK. Donc, il y a un effort aussi à faire de votre côté, c'est-à-dire que c'est pas juste une dépense chez nous, c'est un engagement de votre côté. Et on va dire le projet pourrait être légitime, apporter de la valeur si côté métier, en fait, ils se rendent compte lors du cadrage que l'effort que ça va nécessiter chez eux, en fait, c'est un effort qu'ils ont pas moyen, ils ont pas la possibilité de mettre. Ça s'arrête là aussi. Donc là, tu me répondais sur la question du présentation ou pas présentation dans, le fait on va continuer dans la gestion de la demande. Du coup, tu me dis qu'il y a le cadrage qui va se faire après, j'entends, et dans ce cadrage-là, c'est là où il va y avoir la logique capacitaire. Alors, on la soupçonne, c'est-à-dire que nous, quand on intervient, en Ouais, fait, on interroge aussi nos collègues en disant on est en train d'examiner telle demande, ça a l'air de prendre telle forme, on imagine que ça pourrait être tel type de solution. Est-ce que de votre côté, en fait, en termes de capacité, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement, pas si rapidement que ça, comment vous déjà sentez les choses? Et on essaye d'avoir quelque chose de fluide en fait dans le processus. C'est-à-dire, voilà, nous on fait l'étude d'opportunité. Euh, L'idée c'est que on peut émettre un avis positif sur l'opportunité de la demande. OK. Est-ce que du coup, tu as dû toi aussi convaincre tes collègues, d'être archéologues un peu de métier? C'est-à-dire, est-ce que c'était naturel de changer cette posture-là, de venir questionner, comprendre le métier et cetera? Ou au contraire, il a fallu, mettre, pas mal d'énergie aussi pour convaincre au niveau du CIO Office sur une nouvelle façon d'échanger, d'aborder, ces sujets-là en entretien, quoi? On a été formé à la négociation. On a été formé en fait on va dire aux discussions un peu conflictuelles. Mais finalement, comme je disais tout à l'heure, comme on a des personnes chez nous en fait qui venaient précédemment des services métiers, finalement le discours était assez facile. Enfin voilà, OK. l'échange avec les directions métiers se faisait assez simplement. OK, et du coup, donc pas de changement de posture, hein, au niveau, au niveau, CIO Office dans la manière de vraiment creuser les sujets. Ça s'est fait, c'était normal et c'était OK, quoi. Voilà, c'est ça. Là où en fait on a eu, on va dire des efforts à faire, c'était dans l'explication de la méthode. Le fait de passer d'un mode projet cycle en V traditionnel à du mode produit, avec de l'agilité. On dit c'est l'utilisateur au centre. On met l'utilisateur au centre de la construction de nos produits numériques. Donc ça c'est un slogan intéressant. Mais il faut faire comprendre aux directions métiers que bah s'ils sont au centre, on va bien s'occuper d'eux, mais qu'il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là régulièrement. Et il faut qu'ils prennent des décisions quand on leur demande de prendre des décisions. Voilà. Et ça a été, on va dire, c'est ce changement
le changement de mentalité, il a aussi beaucoup été de leur côté. Comprendre qu'ils avaient intérêt à plus s'investir dans la construction de produits numériques. Ok. Et c'est là où on peine encore, hein. Enfin, c'est-à-dire que C'est le temps la plus... le temps qui passe à faire en sorte que ces projets qu'ils ont envie d'avoir pour eux, ils investissent le temps nécessaire pour que ça puisse fonctionner, quoi. 5 ans après, on a encore des réactions du type ah non, mais si je dois passer 2 jours par semaine là-dessus, c'est pas possible en fait. Parce que, parce que j'ai un Oui, autre parce que j'ai travail autre à chose à côté. faire, quoi. J'ai un Voilà, travail, c'est moi. ça. Et voilà, et quand on leur dit, mais c'est ça ou en fait, c'est pas c'est ça ou rien, c'est ça ou ça sera mal fait. Et donc en fait, on va se retrouver au final avec quelque chose où vous serez déçus, ou nous on sera frustrés parce qu'on aura passé du temps pour un truc qui sera décevant pour vous. Donc on va s'éviter ça. Ok. Est-ce que tu penses que les métiers, 5 ans après, ils ont un regard positif sur ce qui a été mis en place sur la gestion de la demande ou est-ce que ça reste encore un pain in the ass pour eux? Non, c'est on a fait l'exercice en début d'année là, d'aller tous les voir, enfin en tout cas nos responsables numériques, donc les DG adjoints, justement pour faire une rétrospective quoi. Ça fait 5 ans qu'on fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer? Est-ce que voilà, déjà, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? Pour tous, c'était positif. Donc là, je parle niveau direction générale, hein. C'est à ce moment-là qu'on a identifié le fait qu'on allait très certainement passer du semestriel au trimestriel. Et autre point que j'aimerais bien comprendre, est-ce que tu as eu un refus d'obstacle au début? Quelqu'un, un département qui dit non, on va pas fonctionner comme ça ne nous va pas. Ou est-ce qu'il y avait la présence du responsable, je sais pas le nom, était trop forte pour qu'il y ait un positionnement négatif? C'est pas la question de la posture et de l'ego, mais par exemple, nos équipes sont tellement sous l'eau, on nous réduit notre masse salariale, nanana, on doit faire tourner la boutique. Je peux pas avoir, je sais pas moi, 2 ETP bloqués sur les projets, ça peut pas fonctionner, sauf si vous nous donnez du budget pour recruter. Ça pourrait être quelque chose d'assez rationnel. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Ça n'a pas été aussi franc que ça. Tout le monde était bien aligné sur la méthode. OK. Tout le monde expliquait qu'il voyait bien l'intérêt, etc. Mais après, c'est au niveau opérationnel, dans la mise en œuvre. On a eu des cas où on nous promettait un investissement qui ne s'est pas fait. C'est pas exceptionnel, c'est-à-dire que nous, on valide l'opportunité, il y a un cadrage qui se fait, on dit par exemple, on a besoin d'un responsable de produit côté métier, comme je vous disais, bah, voilà, 2 jours par semaine. On nous dit oui, pas de problème, ça sera un tel, la personne est identifiée. En fait, la personne, elle joue le jeu au début et puis elle est rattrapée par Au son quotidien, ouais. quotidien. Et là, bah, en fait, ça passe de 2 jours à 1 jour, de 1 jour à une demi-journée. Et puis c'est là où ça commence à dériver. Donc, OK. nous, on intervient à ce moment-là. C'est de l'opérationnel, mais nous, les alertes nous remontent. On fait aussi un peu office de cellule diplomatique, hein, au sein du service du numérique. S'interface avec les directions métiers. Donc, d'un côté, on s'assure que les besoins des directions métiers sont bien pris en compte. De l'autre côté, on va remonter à des directions métiers les problèmes qu'on constate, que nos collègues au service du numérique constatent, pour faire avancer opérationnellement les choses. Voilà. Et donc là, effectivement, on remonte, on alerte vers la hiérarchie, on dit bah voilà, telle personne en fait, elle est plus dispo et ça nous pose un problème. Et et puis après là, on va dire, c'est des questions de management quoi. Bien sûr. Et là, au bout d'un moment, quand vraiment on voit que ça patine trop, bah on suggère un arrêt. On OK. dit ça sert à rien, on brûle du gaz. Vous avez voilà, vos priorités ont changé, il y a rien de dramatique à ça, c'est Mais la du vie. coup, vaut mieux être en stand-by. Voilà, c'est ça. OK. Et du coup, toi, tu as été dans une optique dans le CIA Office, tu vois, il y a plein de processus potentiels à améliorer, et cetera. Toi, vous avez été vraiment déjà dans la gestion de la demande pour déjà mieux sélectionner les priorisations, et cetera. À quel moment vous arrivez à le relier par rapport à la stratégie du ministère? Vos idées sont très, très bonnes, mais même vous aviez vos propres stratégies, mais il y a une nouvelle stratégie ou quelque chose qui a changé au niveau du ministère globalement et donc du coup, les critères de go, no go, dès le début, il y a un poids du ministère qui dit: «Ben voilà, on a une stratégie, donc du coup, il faut faire converger les initiatives sur cette stratégie-là».
Ou c'est venu un peu après? Alors, nous, si on regarde au plus haut niveau, on a des politiques prioritaires gouvernementales. Mhm. Bon, ça change peu, en fait. Après, dans la mise en œuvre de ces politiques prioritaires, en fait, ça se décline dans des stratégies métiers, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ces stratégies métiers, nous, on s'appuie dessus pour construire la stratégie numérique du ministère, qui doit aussi s'insérer dans une stratégie numérique de l'État. Mhm. On a les deux volets. C'est la direction interministérielle du numérique qui fait sa stratégie et qu'on décline, et on l'a fait converger avec des, on va dire, des stratégies métiers. Donc il y a peu d'évolution. Et on est sur des plans de transformation numérique, puisqu'on appelait ça comme ça, qui sont à durée 3 à 5 ans. Donc on est stable. En fait, on n'a jamais eu à véritablement pivoter où on nous dit, bah voilà, tel axe, hop, on le fait sauter, il n'existe plus, et parce que la priorité a changé et on doit basculer vers tel autre axe. Donc pas d'enjeu vraiment, parce que ça bouge pas trop et donc, ok. Non, non, non. Parce que du coup, quand tu dis passer 6 mois à 3 mois, j'entends aussi le fait que il propose des choses plus petites pour que ça soit plus rapide versus des gros blocs là-dessus. Est-ce qu'il y a une précision des enjeux plus rapides et donc du coup des choses plus précises à faire? Ou est-ce que ça reste encore des trucs un peu trop macro tout le Non. temps? On reste, en fait, finalement, on va rester à la même maille. On va rester sur un horizon semestriel, mais qu'on va venir réinterroger à mi-parcours. Et l'idée, D'accord, ok. c'est ça, en fait. C'est donc, c'est pas forcément aller vite dans le lancement des sujets, c'est d'ajuster un petit peu plus rapidement, en fait. Ok. Et voilà, typiquement, si on se dit, je prends un exemple, hein, voilà, on met la réalisation d'un produit dans notre feuille de route semestrielle. On se rend compte au bout de 3 mois que, en fait, on n'a personne côté métier, alors qu'on nous l'avait promis pour lancer la construction de ce produit-là. Au bout de 3 mois, on est légitime à dire, là, on sait qu'on va pouvoir rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir insérer à la place? C'est ça. Ok. Ou alors pour lever des alertes, pour dire sur cette réalisation-là, en fait, on a un vrai souci. Alors, soit nous en interne côté service du numérique, parce que en fait, Ouais, c'est on pas s'est arrivé. planté. Voilà, nos choix techniques étaient pas les bons. Voilà, on propose une mise en pause. On va repartir en cadrage pour repartir sereinement sur quelque chose de plus sain. Et maintenant, là, est-ce que tu as commencé ou est-ce que vous avez lancé d'autres processus vraiment challenging de cette manière? Par exemple, la CAPA, le budget, Oui. le reporting top manager, etc. Quand j'expliquais la création du département, en fait, on avait des conseillers systèmes d'information qui étaient en fait on va dire des chargés de relations métiers, en fait. Mhm. Le truc, c'était ça. On prend la demande, on évalue la demande, et puis après, une fois qu'elle est lancée, on laisse nos collègues travailler pour la mise en œuvre. L'équipe est plus la même aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 personnes qui continuent de faire ce travail-là, qui discutent régulièrement avec les métiers. On a créé un poste de chargé de pilotage stratégique. Et là, on est dans la partie pilotage de l'activité du service du numérique. Effectivement, on fait émerger des indicateurs. Enfin, on est en train de construire ces indicateurs-là. Alimenter un tableau de bord interne global, et puis qu'on proposera également à nos directions métiers. L'idée, c'est de dire suivre l'avancement de ces fameuses feuilles de route, hein. C'est-à-dire que ces 6 derniers mois, on avait dit qu'on faisait ça. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Et si on ne l'a pas fait, pourquoi? Ça peut être pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Plein de choses qui peuvent expliquer ça. Voilà, c'est ça. Donc, qu'on puisse être objectif là-dessus et transparent. Et puis, on investit beaucoup sur la partie numérique responsable. Parce que je disais, on a la cyber chez nous. On a aussi le numérique responsable. Donc, on considère que c'est un aspect sur C'est quoi le lequel nous, numérique ministère de la responsable? Tu Culture. sais, parce que moi, Alors, plus on se drape de mots qui sont être des gens bons, mais je connais personne qui pense à faire un numérique non responsable. Tu vois, c'est bête à dire, mais tu vois, quand on se met, tu sais, ces grands mots qu'on met sur des murs et où alors, on se dit, ah, mais moi, c'en est tous comme ça, en général. Pour moi, ouais. je dis, ok, gars, qu'est-ce qui va sortir de ça, tu vois? Nous, on Alors, fait de l'IA positive. C'est il y pareil. a éthique. C'est quand même ouf, tu vois.
Qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que tu évites de faire dans tous les cas? Ou si on le dit en mode simple, qu'est-ce que vous voulez ne plus faire ou faire attention de ne pas faire? Alors, le numérique responsable, c'est l'accessibilité numérique, Ok, la sobriété numérique. Et ok. puis, bah, en fait, on a également cette partie. Enfin, nous, on fait quand même le lien avec la cyber parce que on se rend compte que quand on sécurise des produits numériques, en fait, quelque part, bah, c'est de la responsabilité. En fait, ouais, attends, là, tu me donnes des perches de ouf. La sobriété. En fait, quand tu as besoin de te dire je dois faire la sobriété, c'est que déjà, tu n'avais pas une problématique de budget parce que tu vois, une startup, elle fait ou n'importe qui a un PNL un peu tendu, il fait de la sobriété parce qu'il a besoin de faire attention à son budget. Tout à Donc, tu vois, fait. il y a une question de, pour moi, de budget. Et je ne le dis pas par rapport au Oui, ministériel, mais je dis juste sur le concept. Par contre, l'accessibilité, tu as raison. C'est-à-dire que globalement, tu peux faire un produit, tu peux gagner ta vie, tu peux avoir des millions d'utilisateurs en oubliant une partie de la population parce que tu n'as pas l'empathie, parce que tu n'as pas été touché par ça. Et donc, du coup, en fait, tu fais pas attention aux daltoniens qui, bleu sur fond bleu, c'est compliqué, etc., etc. Donc ça, je l'entends. Sur la sécurité, excuse-moi, Nicolas, je suis désolé, mais la sécurité, c'est pas la sobriété. La sécurité, c'est juste que si tu veux pas avoir ton site avec un ransomware, de base, c'est ça ton pain. Après, on peut mettre plein de choses dans la sobriété. Non, enfin, si, je suis si. peut-être un peu dur, mais c'est Si, juste, je si, me parce dis, que, en fait, dans les principes de sécurité et système d'information, il y a le fait de réduire son exposition. Et donc, en fait, à partir du moment où on commence à développer tout un tas de fonctionnalités bah, qui servent à rien et qui doivent être quand même sécurisées, on a un problème. Donc, ok, ok. on le lit comme ça, en fait. C'est-à-dire que la sobriété, elle participe à la sécurité du système d'information. Si je multiplie voilà, du shadow IT, Ouais, non, du ça, je suis ok. IT, ce n'est ni sobre, ni sécurisé. Ok. Mais du coup, dire que l'élément clair, c'est la sécu, quoi. Sinon, ça fait mal. Il y a l'accessibilité, j'entends. Donc, tu as des axes un peu comme ça que vous essayez de développer ou de sensibiliser certaines choses. Après, il y a aussi enfin, la gestion de la demande. J'imagine elle a déjà tapé dans un truc qui est très bête, c'est de dire déjà, si on arrête de faire des choses qui servent à rien, ça produira déjà beaucoup moins de bruit et beaucoup de moins même. Exactement. Alors, on peut le voir sur la partie thune aussi, hein, mais déjà sur, j'imagine. C'est le premier principe, c'est-à-dire que si on veut être sobre, enfin le produit numérique le plus sobre, c'est celui qui n'existe pas. Donc à partir du moment où bah, en fait on n'a pas été en capacité de prouver la valeur d'un produit qu'on demandait, on le fait pas, on passera zéro ressource humaine financière dessus et il y aura zéro ressource matérielle engagée dessus non plus. C'est le même, voilà, on faisait, on va dire, on a tout de suite le fait de bloquer des initiatives qui n'étaient pas légitimes, c'est déjà de la sobriété. Ok. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que la démarche IT que vous avez fait ou de projet, etc., en fait, elle est en train de grandir bon, bien sûr, dans la majorité des projets aujourd'hui, il y a toujours du numérique, enfin quasiment. On pourrait très bien imaginer d'avoir des processus de gestion de la demande, de cadrage qui soient un peu à côté de celui-là parce que plus métier. Est-ce que tu vois que ça a inspiré d'autres organes, d'autres métiers sur le fait que cette façon-là de faire même à l'intérieur d'un vertical X, Y, Z, c'est intéressant de le faire? Ou est-ce que c'est vraiment resté sur ce processus-là et ça n'a pas fait des petits? Sur la gestion de la demande, non. Enfin, en tout cas, moi, Ok, je vois pas d'équivalent côté métier. Sur la gouvernance, oui. ok, sur la C'est-à-dire qu'on gouvernance, a, oui. ouais, la façon dont on a mis en place notre gouvernance numérique, on voit que, enfin, ça, voilà, ça a fait des émules. Ok, intéressant. On arrive à la fin de l'épisode. Je voudrais te parler d'un chiffre et avoir ton feedback dessus. Donc, tu vois, c'est le chiffre sur l'étude là qu'on fait sur CI Office. Donc, on a regardé à peu près les 500 CI Office. Et donc, du coup, j'ai un chiffre qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on devient après avoir été être CI Office. Donc, ça fait 13 ans que tu es au ministère de la Culture, Nicolas. On ne sait jamais. En gros, en termes de poste, tu as 10% qui deviennent CIO ou DSI. Il y en a 10% qui deviennent CTO globalement. Et après, c'est un peu perdu, on va dire, dans d'autres choses. Tu en as encore 20% qui vont dans des rôles de PMO, donc qui sortent un peu de CI Office. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi? C'est le next step par rapport en plus à ce que tu as appris et ce que tu aurais envie de faire, mais aussi plutôt sur
le next step pour pas refaire la même chose, tu vois? Et sans parler forcément de gap, salarial, hein, juste, curiosité, apprentissage, déploiement plus rapide de ce que tu as fait. C'est une bonne question, donc moi personnellement, en fait, ce que j'apprécie dans ce positionnement-là, c'est la vue, transverse. Mmh. C'est vraiment ça, hein, c'est d'intervenir, comme je le disais, on est beaucoup dans la relation métier, mais on discute avec tout le monde finalement. On essaye de faire en sorte que tout ça, soit à peu près coordonné, et cetera. Donc bah, pour moi l'étape suivante, naturelle du coup, ce serait un poste de CIO quelque OK. part. C'est si je veux conserver cette dimension transverse en étant peut-être plus, en responsabilité, Ouais, c'est un poste de CIO. OK. Mais Donc c'est toi, mais c'est c'est intéressant parce que, je pense que ça reflète bien la diversité de ce qu'est un CIO Office. Pour discuter avec des homologues, dans d'autres ministères ou dans le secteur privé, en fait, chacun construit son équipe, en fait, en fonction des enjeux de l'organisation et puis de la montée en puissance à avoir sur de potentiels manques. Nous, on avait un déficit avec la relation métier, on a commencé comme ça. mais quelle entreprise n'a pas un déficit de relation métier? Après, c'est plus ou moins important. Oui, est-ce que c'est le problème principal ou pas? Voilà, c'est plus à ce Voilà. moment-là où tu arrives. OK, super intéressant. Est-ce que tu aurais un point complémentaire à nous communiquer sur quelque chose que je t'aurais pas posé de questions ou quelque chose sur lequel tu voudrais revenir? Peut-être dire que, on s'attache maintenant à faire, vraiment l'homogénéisation d'architecture de systèmes d'information. OK. Première étape, on a bien vu le métier. Là, on commence à regarder comment on fonctionne opérationnellement en interne pour pouvoir s'assurer qu'il y a de l'efficacité. Et la troisième étape, c'est vraiment l'architecture système d'information. C'est s'assurer qu'on a, on va dire, le produit système d'information du ministère de la Culture qui est optimisé. Ouais, qui est Et pour moi, cohérent, c'est les trois composantes. C'est vraiment OK. les trois composantes. Ouais, super intéressant. Merci, merci Nicolas. Si, les gens Merci à veulent toi. te contacter sur LinkedIn, c'est bon? Avec grand plaisir. Trop cool. Eh beh, merci pour tout Nicolas, c'était super intéressant. Moi, Merci à ça m'a toi. permis de mieux comprendre aussi, comment, tu avais un peu poncé l'enjeu, gestion de la demande. Non, mais tu vois, c'est ça, hein, c'est l'enjeu quand même. C'est assez Oui, oui, oui. Ah oui. Puis voilà, l'idée, c'est vraiment de pas engorger nos collègues, hein. Enfin, on avait un premier chef de service qui disait le département stratégie et pilotage du numérique, c'est le département qui dit non. et sur ce, c'est ça, ciao pour dimanche. Au revoir.